Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire dédié au fonctionnement des solutions de leasing et d'affacturage en Europe. Donc, je suis Cindy Le Guern, conseillère internationale chez BCI. Je suis ravie aujourd'hui donc d'accueillir trois intervenants du Crédit Agricole Leasing and Factoring, donc Camilia, Laurent et Bertrand. Je remercie également Marie-Estelle Orion pour la mise en relation. Donc, suite à des échanges avec des entreprises bretonnes, je me suis dit qu'il serait pertinent de faire une réunion de sensibilisation sur ces solutions de financement pour votre développement à l'international. Donc, comment vous aider à financer vos ventes, comment apporter une solution clé en main à vos clients, comment gagner des parts de marché, comment sécuriser votre trésorerie. Donc, toutes ces questions vont être répondues aujourd'hui par nos trois intervenants. Sur l'aspect pratico-pratique du webinaire, donc ce webinaire est enregistré. Il sera disponible prochainement sur notre plateforme numérique BCI Info. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir le regarder et également de visualiser le support de présentation qu'ont rédigé nos trois intervenants. Vous pouvez poser des questions au fil de l'eau pendant ce webinaire. Donc, merci d'utiliser l'onglet que vous avez en haut à droite de votre écran Q&R. Donc, je centraliserai les questions et je les poserai donc à nos intervenants à chaque fin de partie. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur la présentation de l'outil BCI. En quelques mots-clés, nous sommes l'outil régional d'accompagnement des entreprises bretonnes à l'international. Nous accompagnons également les investisseurs étrangers qui souhaitent s'implanter en Bretagne. Donc, nous accompagnons les entreprises du premier au dernier kilomètre de leur développement à l'international au travers d'une gamme de services. Vous pourrez visualiser toute cette gamme de services d'accompagnement sur le support quelques jours, dans quelques jours. Et puis, vous retrouverez également nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question sur votre développement à l'international. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais laisser la parole à nos intervenants et je vous souhaite une excellente réunion d'information. Merci beaucoup, Cindy. Donc, je reprends le micro. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Camilia Abderrahim. Je suis chargée de développement leasing international au sein de l'entité Crédit Agricole Leasing and Factoring. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de leasing à l'international. Donc, je tiens aussi à remercier Bretagne Commerce International et notamment Cindy et Christine pour l'organisation de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Et aussi Marie-Estelle Orion, qui a fait le lien en caisse régionale. Hop. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour parler du fonctionnement des solutions de leasing et d'affacturage en Europe. Comment va s'organiser le déroulé de cette intervention? Donc, dans une première partie, je vais pouvoir vous parler du crédit bail à l'international, donc du leasing à l'international, en vous expliquant d'une part le fonctionnement et les avantages, tout simplement. On va partir du général pour ensuite aller au particulier. Je vais vous spécifier et vous donner plus de détails sur la solution de financement des ventes pour pouvoir accompagner vos clients. Nous allons ensuite aborder le marché européen du crédit bail immobilier en faisant un petit comparatif entre différents pays européens. Et pour la partie leasing, nous allons finir par les possibilités d'accompagnement à l'international. Donc, pour la première partie, on va parler de leasing de crédit bail. Pour la seconde partie, nous allons parler d'affacturage à l'international. Et là, ça va être mon cher collègue Bertrand qui va pouvoir en parler. Donc, c'est un petit peu la même chose pour l'affacturage dans l'organisation du sommaire. Je me permets, Bertrand, de décliner aussi le sommaire pour l'affacturage à l'international. Donc, on va commencer pareil en donnant des définitions, en expliquant les solutions le fonctionnement de l'affacturage en général et aussi les avantages. On va déployer aussi les solutions de financement qui sont possibles et que l'on peut vous proposer. De même pour l'étude de marché européen pour différents pays en Europe. Et enfin, finir par les possibilités d'accompagnement à l'international sur le périmètre d'affacturage. Et pour finir, nous allons vous faire une mini présentation
de CALEF à l'international pour pouvoir comprendre exactement qui nous sommes en 2 mots. N'hésitez pas à poser vos questions, comme l'a indiqué Cindy, sur le fil dédié, donc Q&A, questions-réponses, et on pourra prendre le temps d'y répondre certainement par la suite au fil de l'eau de la présentation et aussi avec Laurent. Donc, on commence par vous présenter le crédit bail à l'international et surtout le crédit bail, disons, en général. Déjà, pour le petit point terminologique, on parle de crédit bail en français, on parle aussi de leasing. Donc, le leasing, c'est aussi un terme qui est utilisé, c'est un emprunt de la langue anglaise que l'on utilise aussi pour parler du crédit bail, mais typiquement, le crédit bail et le leasing, c'est un petit peu la même chose. Donc, on va, au fil de la présentation, vous décrire les différentes solutions. Mais quand on parle de leasing, généralement, on parle de crédit bail. Donc, vous avez là un petit schéma simple qui va résumer en 4 étapes le fonctionnement du crédit bail. Donc, là, on va être dans un cas où, disons que vous, votre entreprise, a besoin de financer un équipement pour le fonctionnement de votre entreprise. Pour donner un exemple concret, la semaine dernière, on a eu une demande d'un client qui souhaitait financer des véhicules, donc acheter 3 véhicules pour leur filiale allemande. Et donc, la première étape, c'est que l'entreprise en question va choisir librement un bien, un équipement, en l'occurrence, pour le cas du crédit bail immobilier, dont vous avez besoin. Et donc, vous allez choisir votre fournisseur. Vous êtes libre de choisir le fournisseur qui vous convient, les biens qui vous conviennent. Donc, ça, c'est vraiment l'étape 1, la définition de votre besoin. Ici, ça peut être de l'équipement, mais ça peut être aussi de l'immobilier. On va parler de ça un petit peu plus en détail par la suite. Donc, étape 1, je choisis mon fournisseur et mon équipement ou mon bien. Étape 2, vous allez vous associer avec un établissement financier ou bien un leaser, donc un établissement qui va vous proposer une solution de leasing et qui va acheter ce bien-là pour vous. Donc, le propriétaire du bien en question va être l'établissement financier ou le leaser. Bon, là, on peut dire Crédit Agricole Leasing and Factoring si jamais on a l'occasion de collaborer. Et nous allons vous louer ce bien pour une période donnée. Donc, le propriétaire, ça va être l'établissement de leasing et le locataire, ça va être vous, le client, donc votre entreprise. Pour l'étape 3, ça va être du coup des mensualités, des loyers, selon une période définie par le contrat de leasing. Donc, dans le contrat de leasing, on va avoir différents paramètres qui vont être définis, notamment la période, les loyers, etc. Donc, plusieurs aspects techniques. Et donc, vous allez avoir une mensualité donc pour payer vos loyers pour louer ce bien. À la fin du contrat, donc à la fin de la période donnée, on va dire par exemple au bout des 3 ans, vous avez payé vos mensualités, vos loyers chaque mois. Vous avez 2 options. La première option, c'est d'arrêter, de mettre fin au contrat et d'en arrêter là, ou bien vous avez aussi l'option de devenir propriétaire du bien en question et le prix de vente du bien, du coup, va être défini par le contrat à la signature du contrat, donc au tout début. Donc, voici un petit peu les différentes étapes. Je parlais tout à l'heure de mon exemple avec le groupe international qui a une filiale allemande qui souhaitait financer ces 3 véhicules en Allemagne. Donc, c'était des véhicules légers, classiques. Donc, l'étape 1, si on prend cet exemple, ça va être que ce groupe, cette entreprise, va choisir ses véhicules auprès de la concession. Donc, ils sont allés voir la concession, ils ont choisi les véhicules dont ils ont besoin. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'ils sont venus nous voir, nous.
pour qu'on puisse parler un petit peu du contrat et que le leaser, donc l'établissement financier, l'établissement de leasing, puisse acheter le bien et le louer à l'entreprise en question lors d'une période donnée. Et donc, on va avoir le paiement des loyers en mensualité et à la fin, on va avoir l'option d'achat et vous avez le choix de lever ou non cette option d'achat. Voilà un petit peu pour le fonctionnement du crédit bail. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on a différents types de leasing. On a crédit bail immobilier, mais pour mon exemple, j'ai pris du crédit bail immobilier avec les véhicules qui est voilà, un exemple que tout le monde connaît. Généralement, quand on parle de leasing, même à des particuliers, ils vont directement penser à l'automobile. Donc, cet exemple me paraît le plus simple pour illustrer la définition du crédit bail à l'international. J'espère que cette première partie et cette première définition est claire. N'hésitez pas à indiquer vos questions s'il y en a dans le fil de discussion Q&A. Donc, ce que je vous ai expliqué dans le slide d'avant, c'est vous, entreprise, vous avez besoin de financer un équipement, votre ligne de production, du matériel, vos véhicules, vraiment de l'équipement ou de l'immobilier pour le fonctionnement de votre entreprise. Donc ça, c'est une offre dédiée à vous, les entreprises. Nous avons aussi une autre solution qui s'appelle la solution vendeur-programme, aussi appelée solution de financement des ventes. Et cette solution-là va être à destination des clients finaux, donc de vos clients à vous. Ce dont je parlais juste avant, c'est vraiment un financement pour votre fonctionnement personnel de votre entreprise. Et là, on a une solution dédiée à vos clients. Donc, l'offre de solutions de financement des ventes, aussi appelée vendeur programme, généralement, bon, vendeur programme, ça va être un petit peu le terme qu'on utilise généralement à l'international. C'est une offre qui va vous permettre de proposer une solution de financement à vos clients directement en collaboration avec l'établissement de leasing. Et vous allez pouvoir proposer à votre client, en plus du produit que vous allez lui vendre ou du service que vous allez lui vendre, une solution de financement pour qu'on ait finalement un package complet. Donc, vous proposez, vous, votre produit, votre solution, et vous accompagnez d'un financement pour faciliter à votre client l'usage de votre équipement. Donc, on va avoir du crédit bail immobilier ou de la location financière. Et comme je vous ai dit, c'est un petit peu un package car la solution de financement est finalement intégrée à votre offre de vente. Donc, pour donner un petit peu des exemples finalement de secteurs, généralement, ça peut être intéressant pour vous si vous vendez, par exemple, des machines industrielles, agricoles. C'est un des exemples. On travaille par exemple avec des entreprises, des constructeurs de différents types de produits. Et donc voilà pour la mini définition de la solution de financement des ventes aussi vendeur programme. Donc si on regarde un petit instant le schéma ci-dessous, on va avoir une relation tripartite entre ce qu'on appelle le partenaire, donc vous finalement, l'entreprise qui va proposer son produit, son équipement, son service. On va avoir votre client qui se retrouve au sommet de ce triangle et aussi l'établissement de leasing qui va pouvoir proposer la solution de financement. Donc, comment ça marche? On va partir de l'étape 1 qui se trouve tout à gauche de ce slide. Vous avez votre client qui va commander l'équipement. Donc, vous avez une commande client qui va vous commander votre produit, disons une machine agricole par exemple. Vous allez vous livrer à votre client en étape 2 l'équipement, vous allez lui livrer la machine et vous allez facturer non pas votre client mais votre établissement de leasing qui est en partenariat avec vous. Donc, quand vous avez au comptoir
eu affaire à votre client, vous lui avez proposé votre machine agricole, mais aussi le financement qui va avec, que ce soit du crédit bail mobilier ou de la location financière. Donc, l'étape 3, suite à cette commande, cette livraison d'équipement, ça va être bien évidemment la facturation. Donc, vous, entreprise, vous allez non pas facturer le client, votre client final, mais vous allez facturer l'établissement de leasing qui, finalement, devient propriétaire du bien en question. Vous allez être directement réglé par l'établissement de leasing. Donc, ça, c'est l'étape 4. En étape 5, vous allez ensuite, l'établissement de leasing va être, comme je vous l'ai dit, propriétaire de cet équipement et va louer l'équipement au client final. Donc, on va avoir une relation de location et ça va être l'établissement de leasing qui va facturer des mensualités en prélevant des loyers, généralement par virement bancaire, par prélèvement bancaire. Et l'étape 6, qui est que à la fin du contrat de crédit bail, le client a la possibilité, donc dans le cadre d'un contrat de crédit bail, de lever l'option d'achat et de devenir propriétaire de l'équipement qu'il a loué pendant la période prévue par le contrat de crédit bail. Donc l'option d'achat s'inscrit dans le cadre d'un contrat de crédit bail mobilier. Si le client a souscrit à un contrat de location financière, c'est uniquement un contrat de location et le client n'a pas la possibilité d'avoir l'option d'achat et de devenir à la fin du contrat propriétaire. Mais ça, c'est votre client finalement qui choisit la solution qui lui est adaptée ou non en fonction de ses besoins. Et on a aussi dans l'étape 6 conjointement la possibilité de céder le matériel en fin de contrat. Donc l'établissement de leasing peut finalement à la fin du contrat, si le client final n'a pas acheté, n'a pas levé l'option d'achat, peut vendre le matériel à l'entreprise qui l'a commercialisé. Donc vous avez la possibilité, donc si on reprend notre exemple de machine agricole, le constructeur de machine agricole a la possibilité de récupérer son matériel aussi à la fin de contrat. Donc ça peut être récupéré par le client final ou par le constructeur. Voilà un petit peu pour ce schéma général sur la solution de financement des ventes. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous présente cette solution notamment parce qu'elle a pas mal d'avantages. Donc, on a des avantages pour vous, l'entreprise qui va proposer ce package vendeur programme solution avec votre produit, et aussi des avantages pour vos clients. On va commencer par quelques avantages partenaires. Il y en a plus que ça, mais malheureusement, je vous en mets que quelques-uns, mais on pourra en discuter par la suite. Donc, le premier avantage pour vous, c'est que vous allez être réglé directement. Comme vous le voyez dans l'étape 4 du schéma, le règlement de la facture est rapide et il est direct parce que le client, il va devoir payer les mensualités à l'établissement de leasing et non à vous. Vous êtes directement payé votre facture à partir du moment où elle est émise. Vous allez pouvoir recevoir le paiement de la part de l'établissement financier. Ça permet du coup c'est lié, de transférer le risque client. Les risques d'impayés se retrouvent donc sur l'établissement de leasing et non sur vous. Vu que vous êtes déjà payé, vous êtes débarrassé de ce risque-là. Ça va permettre de fidéliser votre clientèle en maîtrisant la date de fin de contrat et du rachat. Donc, le contrat va pouvoir prévoir tous ces paramètres-là et on va avoir un petit peu une maîtrise finalement de son budget. Et ça va vraiment soulager vos clients aussi d'un point de vue de trésorerie. Et enfin, le dernier avantage partenaire que l'on a explicité ici, ça va être bénéficier rapidement d'un accord de financement. Généralement, l'accord de financement pour votre client va être rapidement généré de la part de l'établissement de leasing.
Donc ça, c'était pour les avantages pour vous, entreprises qui allez commercialiser vos machines agricoles, par exemple, et la solution de financement qui va avec. Les avantages pour les clients, ça va être déjà de préserver la trésorerie, étant donné qu'on passe sur des mensualités de loyer. Par conséquent, le client n'a pas à mobiliser des fonds propres pour acheter ces machines agricoles. Notamment, vous connaissez un petit peu certainement le contexte agricole aujourd'hui. Voilà, les agriculteurs ont besoin de ce type de solutions pour pouvoir avoir accès à l'usage de machines telles que les machines agricoles. Le client final va aussi pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal avec des loyers déductibles du compte de résultat, mais ça va aussi dépendre de chaque pays. Mais en tout cas, ça va être aussi un avantage non négligeable qui est l'avantage fiscal, étant donné qu'on est sur des loyers et donc, comme je l'ai expliqué, ces règles, généralement, on va aussi trouver des avantages dans les pays européens, bien évidemment, en ayant des variations fiscales en fonction de chaque pays. Et le dernier avantage pour votre client final, c'est bien évidemment l'option d'achat en fin de contrat, dans le cadre d'un contrat de crédit bail. Il va avoir la possibilité de finalement devenir propriétaire du bien et de passer de la location à finalement la propriété de l'équipement en question. J'espère que ce slide aussi a été clair pour vous et les explications qui vont avec aussi. N'hésitez pas au fil de l'eau à mettre vos questions dans le fil de discussion. Je vais maintenant vous parler des fameuses spécificités en fonction de chaque pays. Donc, je vous ai parlé déjà des avantages fiscaux qui vont varier de chaque pays. Il est intéressant de pouvoir comparer un petit peu le marché du crédit bail. Ici, je vais vous parler notamment de mobilier, mais entre autres. Voici une étude de marché sur différents pays. On a choisi les principaux pays qui proposent du leasing et aussi les pays avec lesquels on travaille beaucoup. Donc, bien évidemment, la France, hein, ça paraît évident. On a aussi l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne et l'Italie. Donc, si on commence avec la France, on va avoir différents types de solutions. Je vous ai parlé du vendeur programme juste avant, donc bien évidemment la solution de financement des ventes. On va aussi avoir du crédit bail immobilier classique, du crédit bail immobilier, de la cession de créances, de la location financière, de la location avec service. Donc ça va être par exemple un contrat de location avec des services qui vont aller autour, notamment de l'assurance, de la maintenance, etc. Et enfin, on va avoir de la location avec option d'achat, LOA, de la location opérationnelle informatique. Donc ça, c'est un produit qui est dédié aux outils informatiques. Si par exemple, vous avez besoin de financer une flotte informatique pour votre entreprise. Et enfin, la location longue durée que l'on connaît très bien dans le secteur automobile. En 2021, dans le marché du crédit bail immobilier, la France représentait le troisième marché le plus gros, donc le plus important en taille de marché. Juste avant, on a bien évidemment l'Allemagne en deuxième place et en première place, nous avons le Royaume-Uni. Concernant les tendances de marché, notamment des clients, des entreprises et de tout type d'individus, on sent vraiment qu'on a une bascule de la propriété à l'économie d'usage. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'avant, on va dire au siècle dernier, de posséder sa voiture, de posséder sa maison, de posséder tous ses biens, même pour une entreprise, c'était important. Aujourd'hui, on se détache un petit peu de la propriété pour passer vraiment à l'usage, à la location. J'ai besoin d'aller d'un point A à un point B, je vais appeler Uber.
c'est vraiment ça, c'est vraiment l'économie d'usage. Et ça s'explique par différents changements. Je pense on peut parler déjà du numérique, des plateformes que l'on a. Je vous parle d'Uber, d'ubérisation. Voilà, on passe vraiment sur une économie d'usage. On a aussi, bien évidemment, malheureusement, la crise sanitaire qui a remis beaucoup de choses en question. Et notamment ça, le fait d'utiliser et de plus penser à des questions qui sont aussi écologiques et environnementales, n'est-ce pas? Et enfin, vous avez aussi une explication finalement qui est très comptable, disons, qui touche au porte-monnaie, qui est la trésorerie. Ne pas mobiliser finalement des fonds propres pour des équipements ou des biens immobiliers qui ont un certain prix, mais en avoir justement l'usage dans un premier temps et pourquoi pas accéder à la propriété dans un deuxième temps. Concernant les secteurs phares en France, Crédit Agricole, bien évidemment le monde agricole. On va avoir aussi tout ce qui est équipement. Oups, excusez-moi, je repasse au bon slide. Oui, je parlais de roulants, donc ça va être des véhicules industriels, des véhicules de particuliers, véhicules utilitaires légers, etc. On va avoir aussi tout ce qui est bureautique IT, donc de l'équipement de bureau et tout ce qui est informatique. Et aussi tout ce qui est dans le secteur du BTP et de la manutention, on parlait des machines industrielles, etc. Si on compare maintenant avec l'Allemagne, en Allemagne, pareil, on va avoir la solution de vendeur programme, de la cession de créances, du crédit bail immobilier et de la location financière. Donc, c'est un petit peu moins développé en termes de crédit bail immobilier, disons. En termes de taille de marché crédit bail immobilier en Europe en 2021, l'Allemagne, c'est un marché qui est très conséquent, c'est le deuxième en termes de taille, donc c'est vraiment quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent. Et pour les solutions, ils sont vraiment spécialisés aussi en cession de créances. L'Allemagne est connue pour être un des leaders de l'automobile en Europe et en France, notamment avec des très célèbres marques et des grands groupes du secteur automobile et de la mobilité. Concernant le marché actuel, on note en Allemagne une inflation qui est assez importante, qui n'est pas qu'en Allemagne, mais là, on est sur le trimestre dernier, on était à un niveau de 10% d'inflation, ce qui va aussi jouer dans les besoins finalement de financement. Concernant le leasing immobilier, cela représentait en 2021 environ 27% de l'investissement en équipement des entreprises. Donc, on voit vraiment que c'est un réel besoin et que les entreprises se tournent vers le leasing pour financer leurs équipements. Et les secteurs phares, j'en ai déjà parlé, c'est tout ce qui est mobilité, roulant, etc. Et aussi, on a une partie industrielle pour l'Allemagne. On passe maintenant à l'Espagne où, pour les produits phares, ça va être la solution de financement des ventes, le vendeur programme, le crédit bail immobilier et le crédit bail immobilier. Donc, on reste très, très pratique sur l'Espagne. En termes de taille de marché, en 2021, on était en 8e place en Europe. Le marché du leasing en Espagne, et on peut dire dans la péninsule ibérique, donc qui comprend aussi le Portugal, est en expansion et commence à se développer. Donc, c'est des marchés un petit peu plus petits que l'Allemagne, un petit peu plus petit que la France et la Pologne, mais ça commence à prendre forme aussi en péninsule ibérique. Et concernant le marché du leasing en Espagne, on va avoir un marché qui est, disons, assez concurrentiel dans la mesure où on a une forte présence des banques espagnoles. Mais ça, c'est vraiment lié aussi à l'histoire de l'Espagne et à l'histoire bancaire de l'Espagne. Concernant les secteurs phares, c'est aussi lié, pareil, à l'activité de l'Espagne. Donc, on va avoir d'activité agricole. Grâce au soleil, on peut profiter de l'agriculture espagnole et de la péninsule ibérique, je dirais même. Les énergies renouvelables. Alors, un petit point sur les énergies renouvelables en Espagne. Pour votre information, il faut savoir que l'Espagne, c'est le premier pays européen le plus développé en termes d'énergie renouvelable. Donc, ça s'explique d'une part par, j'ai envie de dire, le climat. En fonction des régions, en Espagne, on va avoir du soleil, du vent. Donc, ça va permettre
de mettre en place de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne. Et vraiment, ça fait un moment que l'Espagne est précurseur sur le thème des énergies renouvelables. Et donc, c'est aussi un point à développer en termes de financement. Et bien évidemment, l'immobilier, et c'est très lié, le développement du secteur immobilier en Espagne est très lié aussi avec le secteur du tourisme, finalement, le secteur hôtelier. On passe maintenant à la Pologne, qui est spécialisée dans deux solutions, notamment le crédit bail immobilier et le vendeur programme solution de financement des ventes, qui était en 2021 au 5e rang européen en termes de taille de marché crédit bail immobilier. Concernant le marché polonais aujourd'hui, donc malgré la crise, malgré le post-Covid, malgré le contexte économique qui est assez compliqué en ce moment en Europe et je dirais même au-delà, eh bien la Pologne a quand même un PIB qui a augmenté de 6% comparé à l'année dernière, donc ce qui est très impressionnant quand même. On note qu'il y a beaucoup d'activités économiques et qui reprennent quand même du dynamisme. Cependant, on note quand même, bon bah ça aussi c'est mondial, mais une crise du marché automobile. Vous avez très certainement entendu parler de la crise, la pénurie des semi-conducteurs, qui a fait que les délais de livraison dans le secteur automobile se sont allongés et que du coup on a de moins en moins de stocks et bien évidemment on a de moins en moins de demandes de financement. Donc ça c'est aussi une tendance que l'on note en ce moment sur la Pologne. Bah, comme l'Allemagne, ils sont spécialisés notamment en roulant. Ils sont très, très développés dans tout ce qui est roulant et aussi pour le secteur industriel. On va maintenant passer à notre dernier pays qui est l'Italie dans ce tableau-là. Donc, on a l'offre de crédit bail immobilier, location financière, solutions de financement des ventes, vendeurs programme. Le rang dans européen en termes de taille de marché en 2021, 4e. C'est un marché qui est aussi pas mal développé. On note par rapport à 2021, par rapport au Covid, etc., une légère amélioration, donc pas au niveau de la Pologne, mais on commence à noter des tendances qui sont prometteuses et de plus en plus positives. Et pour les secteurs phares, on est pareil, comme la Pologne, on est sur du roulant et de l'industrie. Donc voilà un petit peu une image, un petit résumé du marché sur quelques pays européens. Ça peut vous donner quelques pistes aussi à vous et des informations. C'est toujours intéressant de savoir aussi en fonction de vous, vos implantations et des pays où vous souhaitez, pourquoi pas vous implanter, où vous êtes déjà développé. Je vais maintenant rapidement passer à nos solutions et nos possibilités d'accompagnement à l'international. Donc là, je vais parler notamment des solutions du crédit agricole, leasing and factoring. Donc, les différentes solutions que l'on propose, ça va être le crédit bail immobilier, dont je vous ai parlé beaucoup depuis le début, le crédit bail immobilier, donc ça va être exactement la même chose que le mobilier, mais on change juste d'actif, on va passer sur de l'immobilier. La location financière, où on est sur uniquement de la location sans forcément avoir l'option d'achat. Et enfin, le vendeur programme, qui est la solution de financement des ventes destinée à vos clients. Donc, sur l'Espagne, la France et l'Italie, on va avoir toutes ces solutions-là qui vont être disponibles pour vous et pour vos clients. Ensuite, concernant la Pologne, on va avoir tous les produits, sauf le crédit bail immobilier. Donc, vous allez avoir du mobilier, de la location financière, de la solution de financement des ventes. Et la Pologne, c'est vrai que c'est un marché qui est extrêmement bien développé et ça fait partie de nos entités, disons, qui se portent le mieux et qui sont le plus spécialisées dans leur domaine et qui vont avoir vraiment une expertise qui est assez impressionnante. Concernant les pays du Benelux, donc Belgique, Suisse, Luxembourg, et ça s'arrête là. Donc, on
on va être présent grâce, plutôt via à une entité du groupe qui s'appelle All-in. Cette entité a été rachetée par le Crédit Agricole en leasing and factoring en 2021 et ils vont proposer un package complet qui comprend des solutions de sourcing qui vont directement vous proposer du conseil pour aller trouver vos fournisseurs. Ils vont vous proposer le financement, ils vont vous proposer l'entretien, la restitution et même le reconditionnement des équipements dont vous avez besoin. Cependant, il s'agit d'actifs bien précis, dont les actifs informatiques, les actifs de téléphonie mobile et les actifs automobiles. Donc, si on reprend sur All-in, donc on va avoir l'offre en Belgique qui vont nous proposer du crédit bail immobilier, de la location financière avec les services dont je viens de vous parler. En Suisse, ils vont proposer de la location financière et au Luxembourg, de même, de la location financière. Voilà. Concernant l'Allemagne, on passe maintenant à l'Allemagne, c'est comme la Pologne, ils vont avoir tous les produits, donc du crédit bail immobilier, de la location financière, du vendeur programme, excepté de l'immobilier. Et on finit avec le Maroc, donc nous avons aussi une implantation au Maroc où on va proposer du crédit bail immobilier. Du crédit bail immobilier, ça va être vraiment les offres classiques de crédit bail. Petit point juste pour compléter sur la Pologne. En Pologne, comme je vous ai dit, on a une entité qui est assez développée et qui propose aussi des solutions additionnelles, dont la location longue durée, le financement des stocks et aussi des prêts classiques. Voilà un petit peu pour nos offres de crédit bail à l'international. Et puis maintenant, je pense que je vais laisser soit la parole à Bertrand, soit on passe sur les questions. C'est comme vous voulez, Cindy. Comment est-ce qu'on peut aborder cela? Merci Camilia pour cette présentation, hein. C'est en effet intéressant de voir que les entreprises ne cherchent plus forcément la propriété en fait, des biens et raisonnent plutôt maintenant par coût-budget. Alors pour le moment, je ne vois pas de questions, donc n'hésitez pas à incrémenter vos questions sur le module QNR. Alors peut-être, moi j'ai des questions complémentaires, Camilia. Quel est le coût de ces financements, une entreprise qui voudrait proposer donc à son client une solution justement de financement? J'imagine qu'elle va vous contacter pour faire une demande de cotation, mais c'est un pourcentage de la valeur du bien. Comment est-ce que vous calculez les financements? Je vais laisser Laurent répondre à cet aspect-là. Laurent, es-tu là? Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Donc, je me présente très rapidement, Laurent Cinzia, et je m'occupe du développement du leasing en France et à l'international. Donc, je travaille avec Camilia et plus particulièrement sur la partie vendeur programme. Donc, voilà, nous sommes ravis de pouvoir participer à ce webinaire et une nouvelle fois encore merci à Cindy et à Marie-Estelle pour l'organisation de ce webinaire et de nous avoir invités. Donc, au niveau des coûts, en fait, c'est le même principe en fait qu'un financement en crédit. En fait, on détermine avec le client ou justement avec les constructeurs-distributeurs des grilles tarifaires qui vont permettre donc aux constructeurs-distributeurs d'être complètement autonomes et de pouvoir proposer aux clients finaux, en fait, on parle plus de coefficients en location financière pour pouvoir proposer en fait des loyers. Puisque effectivement, comme vous l'aurez compris, c'est une tendance qui est marquée déjà depuis un certain temps, puisque nous, par exemple, l'expérience qu'on a, on voit qu'on finance beaucoup plus de location financière que de crédit bail.
Et en location financière, effectivement, on est plus dans un raisonnement de budget. C'est-à-dire que ce que recherchent les clients finaux, finalement, c'est par rapport à un budget qu'ils vont avoir pour un matériel, c'est d'avoir le bon actif, les services qui sont associés et qui sont indépendants du contrat de financement. Et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus d'entreprises qui raisonnent en termes de coût budget qu'en termes de coût financier. Voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à votre Ici, oui, merci. question. Et quelle est la durée moyenne des demandes que vous pouvez avoir de financement? Ça dépend des marchés. En fait, on va dire que sur les marchés où l'obsolescence est assez rapide, si on prend le cas de l'informatique, la durée moyenne va être plus aux alentours des 36-48 mois. Plus la durée de l'actif, enfin plus la durée de vie de l'actif va être longue, et plus on va pouvoir proposer des durées plus longues. C'est en fonction de l'actif. C'est en fonction de l'actif. Et c'est vrai que, comme le précisait Camilla, on s'oriente de plus en plus sur la valeur d'usage. Et donc, on voit qu'il y a aussi un besoin de la part des clients finaux et des constructeurs-distributeurs. On a une tendance à un peu allonger les durées de financement, à reconsidérer aussi le matériel d'occasion. C'est vrai que le matériel d'occasion était plutôt vu de façon négative il y a quelques temps. Et on voit bien qu'avec la valeur d'usage, avec aussi l'approche RSE des entreprises, il y a beaucoup plus de dynamisme sur le véhicule d'occasion. Et après, cette valeur d'usage aussi entraîne beaucoup plus d'appétence des entreprises pour tout ce qui est partie service. Ok, merci pour ces précisions, Laurent. On va donc continuer donc avec Bertrand qui va donc faire un focus sur l'affacturage, qui est une autre solution pour sécuriser sa trésorerie. C'est une autre technique de financement. Donc à toi Bertrand. Merci. Oui, merci Cindy. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps sur l'affacturage à l'international. Alors peut-être que vous connaissez déjà l'affacturage domestique sur la France. Vous allez voir, nous sommes en fait sur des mêmes réalités puisqu'il s'agit d'une cession de créances commerciales. Alors si nous prenons le petit schéma qui est là pour illustrer, en fait la chose est tout à fait simple. Vous êtes une entreprise, donc votre client passe une commande, vous effectuez la prestation, que cette prestation soit matérielle ou intellectuelle, vous facturez votre client et donc vous pouvez céder la facture. Cela veut dire qu'en fait, la prestation est donc bien faite, on est bien sur du terme échu et non sur du terme à échoir. Et donc, le terme échu fait que la créance prend son caractère irrévocable. Et donc, à partir de là, vous pouvez la céder à un tiers, donc à une société d'affacturage. Cette réalité s'impose sur la France comme sur l'international. Et donc, quand vous cédez cette créance, le partenaire factor va pouvoir financer cette créance sans délai, vous avancer les fonds, vous garantir la créance contre d'éventuels impayés, donc nous y reviendrons, et bien entendu, elle va se charger, cette société d'affacturage, puisqu'elle va être en quelque sorte copropriétaire de la créance, elle va se charger bien sûr de recouvrer cette facture. Donc voilà, ça c'est le socle que vous allez retrouver, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et on va décliner ces situations à l'international dans quelques minutes. Donc, une autre précision qu'il faut bien avoir en tête lorsque nous parlons d'affacturage, on est bien sur une configuration professionnelle à professionnelle, ce qu'on appelle familièrement du B2B. C'est-à-dire qu'en fait, pour que cela fonctionne, on parle bien de créances commerciales et non pas de créances civiles. Donc, pour que cela fonctionne, il faut que vos propres clients sur lesquels vous souhaitez que la société d'affacturage intervienne soient elles-mêmes des professionnels. Quelle que soit en fait la taille de ce professionnel, comme vous le voyez, ça peut être des sociétés en création,
des TPE, des PME, des ETI, des grands comptes, du public ou du privé, quelle que soit donc en fait la nature de ses clients. Et la société d'affacturage peut intervenir également peut intervenir et donc aider, accompagner une société qui est elle-même en création, qui est elle-même une TPE, une PME, une grande entreprise, une ETI. L'affacturage n'est pas dédié spécifiquement à une typologie d'entreprise. Il faut simplement pouvoir réunir ces conditions de professionnel à professionnel avec une créance commerciale. D'accord. Et là, on va déjà s'apercevoir qu'en faisant avec cet état des lieux, l'affacturage aujourd'hui est le premier mode de financement. Il faut bien avoir ça en tête, est vraiment le premier mode de financement en Europe et en France. Donc, au-delà de ce que vous pouvez avoir, les découverts, en France le DAI, l'escompte, et cetera. C'est le premier mode de financement. Je vais, on va rentrer un peu plus dans le détail, si vous permettez. En affacturage à l'international, vous allez avoir en fait 2 typologies, 2 familles en fait, de fonctionnement. Un fonctionnement que je vais appeler classique, donc c'est le premier schéma triangulaire que l'on va voir et un deuxième schéma, qui est un schéma dit confidentiel. Le schéma classique, c'est un schéma notifié. Donc à savoir, votre client est au courant de notre intervention. Donc, dans le schéma que je vous ai expliqué, je passe commande, j'effectue la prestation. Donc vous voyez en fait, hein, sur le schéma, sur la triangulaire, l'acheteur, donc votre client va passer une commande à vous, d'accord? Vous allez donc en fait, effectuer cette prestation. Heu, donc il faut que la prestation soit faite. Auparavant, vous voyez en petit 2, et ça c'est toute une la première spécificité de la facturage, c'est qu'on va garantir le poste client, en tout cas la partie qui nous sera confiée, contre d'éventuels impayés. C'est cette notion d'assurance crédit. Alors, on peut la décliner, c'est-à-dire qu'en fait la société d'affacturage peut vous apporter ce service-là, d'accord? Ou vous pouvez avoir vous-même votre propre partenaire sur cet aspect-là. À savoir, vous connaissez tous Atradius, la Coface, Allianz, donc ex les Hermès, vous pouvez déjà avoir un partenaire qui vous assure votre poste client. C'est un service important, hein, puisqu'en fait, vous allez pouvoir vous développer sereinement, sans effectivement en prenant toute précaution pour ne pas avoir à un moment donné, soit une défaillance en face de vous, soit des impayés. C'est particulièrement vrai, lorsque l'on parle d'international, puisque, si vous êtes sur le domestique, éventuellement votre client, bah, vous le connaissez parfaitement puisque vous pouvez aller le voir régulièrement, partout en France, et si jamais il a des difficultés à payer, vous pouvez aller chercher, récupérer les fonds. Lorsque votre client, est, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, vous n'avez pas la meilleure connaissance, pour pouvoir vous dire: «Est-ce que je peux aller sur ce client?» Et ensuite, si vous avez des difficultés, eh bien, encore faut-il avoir les moyens d'aller récupérer les fonds. Donc l'assurance crédit va prendre tout son sens pour pouvoir vous développer sereinement lorsque vous êtes sur l'international. C'est, j'allais dire, presque un incontournable. Ensuite, donc une fois que vous savez que votre client est solvable, alors lorsqu'on parle de solvabilité, d'assurance crédit, c'est pas, si je suis votre client Bertrand Gauthier, c'est pas Bertrand Gauthier, est-il solvable? Parce que ça ne veut rien dire, mais est-il solvable par rapport à vos besoins à vous? C'est-à-dire qu'en fait, moi, si Bertrand Gauthier a commandé pour, 10 000 € de matériel, ce qui vous intéresse, c'est que Bertrand Gauthier paye bien ces 10 000 € en fonction des accords commerciaux que vous avez passés avec lui, à 45 jours, à 60 jours. Donc c'est la seule chose qui vous intéresse, et donc du coup, l'assureur crédit va se positionner par rapport à cela, donc par rapport à un encours. Donc c'est pas que vaut Bertrand Gauthier, mais c'est est-il solvable par rapport aux 10 000 €? Et donc du coup, à partir de là, si la société d'affacturage ou l'assureur crédit vous dit: «OK», vous pouvez y aller, vous êtes sûr d'être pris en charge. L'assureur crédit prend en charge l'insolvabilité financière, ne prendra pas en charge le, un défaut, le litige commercial, par exemple.
ça, c'est vraiment important. Mais c'est vraiment la première base de la facturage, puisque en fait, on va pouvoir vous accompagner dans ce cadre-là. Et déjà, lorsque vous partez à l'international, ça peut être pour vous une première base, c'est-à-dire se dire, au moins, si je pars sur l'export, je prends une assurance crédit qui va me permettre de me développer sereinement et de consolider mon développement. Ensuite, une fois qu'on a cette certitude, alors qui peut se faire très en amont, c'est assez instantané maintenant avec les outils que nous possédons, eh bien, vous pouvez effectivement faire votre prestation donc, et livrer votre client. À partir de là, vous envoyez bien sûr votre facture à votre client et c'est un double, une information que vous allez envoyer à votre société d'affacturage qui va mettre à disposition immédiatement les fonds. Donc ça, c'est un deuxième aspect, c'est l'aspect trésorerie que va apporter l'affacturage. Et à l'international, ça, bon nombre d'entreprises vont utiliser le système justement pour pouvoir financer leur développement. Hein. Donc en fait, on va mettre à disposition, c'est du droit à tirage, c'est-à-dire qu'en fait, si vous aviez une facture de 10 000 €, donc si je reprends mon exemple avec votre acheteur Bertrand Gauthier, c'est du droit à tirage, c'est 10 000 € sont à votre disposition. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne les utilisez pas. Si vous avez besoin de 3 €, vous utilisez 3 €. Vous allez effectivement prendre en fonction de vos besoins. L'impact qu'on parlera, c'est un impact financier puisqu'en fait, vous allez avoir une commission de financement qui se déclenchera uniquement sur ce que vous avez tiré. D'accord? Et le troisième service de la facturage dans ce cadre notifié, c'est que pour déboucler en fait l'opération, eh bien votre client, va devoir, en fonction des accords commerciaux que vous avez passés avec lui, donc là vous ne changez rien à vos habitudes, vous êtes resté maître à bord, eh bien en fonction de ces accords commerciaux, votre client va devoir payer donc un montant à une date, hein. Donc ces éléments sont marqués dans le corps de la facture que vous avez donc cédé à la société d'affacturage et ce client donc va pas régler vous, hein, puisque sinon vous seriez réglé 2 fois de la même facture, une fois par la société d'affacturage et une fois par votre client, mais votre client va bien régler la société d'affacturage. Là, nous sommes bien notifiés, il est au courant de notre présence et donc il y aura donc un RIB qui lui sera donné pour qu'il puisse nous régler. Et pour qu'il puisse nous régler en temps et en heure, nous allons pouvoir faire un service qui est le troisième service en affacturage, qui est la relance et le recouvrement. Donc certaines sociétés sont assez appétentes à cela. Encore une fois, quand on parle d'export, mais il y a d'autres moyens d'aller à l'international. Mais si on prend l'aspect le plus simple, l'export, beaucoup en fait nous demandent ce service-là, parce qu'encore une fois, ça demande une expertise pour aller, bien relancer un Chinois, pour aller relancer un Américain, un Anglais, un Allemand. Les habitudes sont différentes. Bien sûr, il y a les contraintes horaires, mais il y a également effectivement les habitudes culturelles, la langue. Donc c'est autant d'éléments qui font que ça peut être compliqué pour une entreprise d'aller directement, recouvrer sa créance. Donc là, beaucoup vont s'appuyer sur une société d'affacturage pour relancer et recouvrer sa créance. Et donc, dans ce cadre-là, c'est bien entendu notifié. Lorsque l'on parle de ces 3 services, garantie contre les impayés, relance, recouvrement et financement, cette architecture, en fait, est à géométrie variable. Donc, on peut, en fait, en fonction de vos besoins, en fait, décliner les choses, désarticuler les choses. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir déjà, comme on l'a dit, une assurance crédit à l'extérieur. Donc, auquel cas, on ne fait pas cet aspect-là, on intervient en délégation d'assurance crédit. On va s'adapter donc aux positions de votre assureur crédit, de votre partenaire par rapport à leur position sur vos clients, hein. Donc, vous pouvez très bien me dire également, bien écoutez, moi j'ai un staff en interne, je suis organisé sur l'international et donc la relance et le recouvrement, je maîtrise et je ne veux pas confier ça à un tiers. Donc en fait, on va pouvoir vous laisser la main dessus, hein, et donc être en gestion déléguée. Et puis certains en fait ont besoin de ces 2 premiers étages qui sont un étage de service et n'ont pas besoin de financement. Donc du coup en fait ne vont pas tirer. Lors de la période Covid avec les PGE, bon nombre d'entreprises en fait, utilisaient, gardaient nos services pour des questions de sécurisation du poste client, mais ne tiraient pas ou tiraient très, très peu. Aujourd'hui, les choses s'inversent. Très clairement, les choses s'inversent et
l'activité à l'international reste très forte et donc aujourd'hui, ces solutions en fait deviennent tout à fait pertinentes pour une entreprise, quelle que soit sa taille. Et puis vous avez un deuxième schéma qui est le schéma confidentiel. Donc là, on va s'adresser à des structures qui sont déjà relativement bien organisées, qui ont le sourcing en interne, hein, puisque nous sommes entre guillemets cachés, non visibles, nous ne ferons aucun service. La relance, le recouvrement, nous ne ferons pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à minima, l'entreprise qui nous demande soit en capacité à faire cette relance et ce recouvrement avec efficacité, hein, puisque, encore une fois, la créance nous sera confiée. Donc on va s'appuyer sur l'entreprise complètement. D'accord? Cette partie confidentielle est de plus en plus usitée et vous le verrez tout à l'heure, il y a certains pays en fait qui fonctionnent vraiment qui fonctionnent beaucoup en confidentiel. Donc ça dépend aussi des cultures. Heu, on le voit sur le marché maintenant, on peut intervenir sur du confidentiel, sur des structures, donc on va appeler le client, hein, donc sur vous, qui sont, maintenant, il n'y a pas besoin d'être une ETI pour pouvoir avoir des systèmes dits confidentiels, hein, puisque, en France et en tout cas chez nous, à partir de 3 millions de chiffre d'affaires confiés, donc on parle en TTC si on est sur la France, on peut intervenir sur un système dit confidentiel. C'est les 2 grandes familles que vous allez avoir. C'est une architecture que vous connaissez sur la France. C'est la même que nous allons reprendre, sur, l'international. Donc ça, c'est important, mais c'est vraiment le postulat. Dans ce cadre-là, l'affacturage à l'international, va vous offrir plusieurs bénéfices. Alors nous partons toujours, bien entendu, de vos besoins. Et ces besoins peuvent être très différents d'une société à l'autre en fonction de sa stratégie et de son histoire. D'abord, tout simplement parce que certains vont vouloir partir à l'international sur de l'export, d'autres vont vouloir partir à l'international en faisant l'acquisition d'une structure, que sais-je, en Espagne, en Pologne, en Allemagne, et parce que d'autres, en fait, sont déjà constitués en groupes plus ou moins importants, hein, d'ailleurs, peu importe, et donc, en fait, veulent éventuellement une harmonisation de leur système de trésorerie. Donc, en fait, un des aspects importants, ça va être le financement. Clairement, on va pouvoir apporter un financement, alors pas forcément exclusif, hein, donc on peut être en complément, hein, donc d'un dispositif de ligne bancaire. On peut les remplacer, hein, puisqu'en fait, dans les bénéfices, lorsque l'on finance, en fait, nous n'avons pas de minimum ou de maximum. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on signe un contrat d'affacturage, finalement, on va accompagner votre développement et donc dès l'instant où vos clients sont solvables par rapport à vos besoins, on vous accompagne. Donc c'est quelque part un système dit déplafonné. Donc, pourquoi je peux faire ça? Parce que mon analyse et mon risque ne va pas s'appuyer sur vous, mais bien sur l'actif que vous me cédez. Et donc, je peux vraiment là accompagner des très fortes croissances, là où une analyse purement bancaire sera plus limitée, puisque effectivement, lorsque l'on met en place une ligne bancaire, eh bien, on va s'appuyer sur votre structure. Là, moi, je vais m'appuyer sur votre poste client. Donc ça, c'est pour le complément, d'une ligne bancaire, c'est vraiment très important, puisque, les PME qui s'aventurent et qui décident d'avoir une stratégie internationale, très clairement ont besoin de trésorerie. Donc cet accompagnement peut se faire également pour certains, donc comme je le disais, l'éloignement, la distance, la langue, fait que c'est autant de barrières et de difficultés pour une PME pour se lancer sur l'international. Donc du coup, on va pouvoir aider pour ceux qui le souhaitent sur cette partie, relance, recouvrement. Ça, c'est très important. Donc ça, on est vraiment très présent là-dessus et bien entendu, on parlait tout à l'heure d'assurance crédit, c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin, qu'ont, les sociétés lorsqu'elles vont à l'étranger. Hein. Certains groupes, vont demander en fait également, plutôt alors quand je dis groupe, c'est pas forcément,
je ne parle pas de la multinationale, il peut y en avoir, mais c'est au-delà d'une structure, donc en fait, ça peut être très, très simple. Vont demander pour certains, en fait, de plus en plus, on le voit, des systèmes de déconsolidation. C'est un habillage bilanciel où on va sortir l'actif du bilan. Et on a de plus en plus, que ce soit en normes French GAAP, IFRS, on a de plus en plus de demandes de ce côté-là. Hein, donc, entre autres, lorsqu'il y a effectivement des phénomènes de rachat de société, de LBO, de dette senior, ça permet de maintenir les ratios. Donc c'est intéressant. Hein. Et donc les bénéfices, bien sûr, pour vous, en fait, hein, puisque là, on parlait de financement déplafonné, c'est un financement pérenne. Donc, puisque en fait, ce financement, nous ne remettons pas en cause le financement. Hein, nous sommes en quelque sorte en affacturage tout temps, tout terrain, dès l'instant où votre client, encore une fois, est solvable par rapport à vos besoins. Hein, donc, alors ça peut effectivement évoluer, hein, puisque votre assureur crédit, qu'il se nomme Calef ou Atradius ou Alliance, peut à un moment donné, puisqu'il fait une veille, et ça c'est intéressant pour vous, puisqu'il fait une veille sur votre client, peut à un moment donné dire faites attention, il y a une dégradation du risque, et donc là où je pouvais vous accorder 100 parce que vous ayez besoin de 100, je vais peut-être maintenant n'accorder que 80. Donc ça, c'est pour vous un élément important dans le pilotage du développement de votre activité. L'amélioration du BFR, bien entendu, hein, puisque là, on va vraiment booster votre BFR, puisque lorsque vous me cédez une facture, nous allons financer donc l'intégralité de la facture, ou plus exactement 90% communément du montant de la facture. Alors, je vais parler de montant net. TTC si on est sur un marché domestique, mais bien entendu, sur l'export, il n'y a pas de TVA, donc en fait, je vais parler d'un montant net. Il y a 10% qui sont non avancés. Hein, pour ceux qui connaissent la mécanique, on va venir comptablement s'insérer dans ce que nous appelons communément un compte de garantie. Et lorsque le client, en fait, a réglé, donc au bout de 60 jours, 45 jours, à l'export, ça peut être au-delà. Eh bien, en fait, lorsqu'il a réglé, ça va solder l'opération et donc les 10% que je n'avais pas avancé, que la société d'affacturage n'avait pas avancé, vous sera donc restitué. Hein. Donc, vous me cédez bien une facture de 100, il y a bien 100 qui rentrent chez vous, mais en 2 fois, 90% immédiatement, ou en tout cas potentiellement immédiatement, puisque c'est du droit à tirage, encore une fois, en fonction de vos besoins, et les 10% au débouclage de l'opération. C'est un système dit auto-liquidatif, donc il vit par lui-même. Donc c'est très simple de fonctionnement pour vous, puisque en fait, vous n'avez finalement pas grand-chose à faire, rien à faire, si ce n'est nous transmettre une information, une facture, et après, donc en fait, votre partenaire va tout faire et ça va tourner tout seul. Cette triangulaire va tourner tout seul. C'est un financement récurrent, une sorte de revolving que vous allez recharger donc à chaque fois de façon périodique, hebdomadaire, quotidienne, mensuelle, en fonction de vos besoins. Et ça va s'auto-alimenter tout seul. Cette ligne de financement, et ça on le voit de plus en plus sur l'international, et nous le verrons dans certains pays, peut être confirmée. C'est peu fréquent en France, ça arrive sur certaines structures, on le voit un peu plus et même beaucoup plus sur l'international, où effectivement la société, vous allez nous demander de confirmer cette ligne sur X années. Généralement, on a sur 2 ans, 3 ans. Donc, il y aura une confirmation d'engagement. Hein, donc, mais certains le demandent. En France, on est plus sur des contrats à durée indéterminée avec un renouvellement par tacite reconduction tous les ans. Donc ça, c'est des habitudes de marché, mais on le voit vraiment en Europe. Ensuite, en fait, puisqu'on parle d'international, bien entendu, ça peut être une zone euro, mais pas que. Donc, bien entendu, en affacturage, on accompagne sur la multidevise. Alors, si nous parlons d'export, nous achèterons dans la devise et nous financerons dans la devise. Le risque de change ne sera pas supporté ou porté par la société d'affacturage. Mais là, aucun souci. Vous avez du yen, vous avez du dollar, qu'il soit australien, canadien, américain. Vous avez du GBP, etc. Donc, on va pouvoir intervenir
sans aucun problème et vous accompagner. Alors opérationnellement, en fait, lorsque vous faites intervenir une société d'affacturage, bien entendu, et vous savez peut-être, pour ceux qui déjà pratiquent sur la partie domestique, vous avez des interlocuteurs dédiés et sur l'affacturage à l'international, vous avez des interlocuteurs dédiés, particulièrement puisque, je parlais de la langue. Alors l'anglais est assez commun, et donc vous allez avoir des interlocuteurs dédiés, qui vont pouvoir s'exprimer, et se faire comprendre, par vos clients. Donc ça, c'est important. C'est important puisqu'encore une fois, il peut y avoir la barrière de la langue et la barrière de la culture, hein. Donc la dernière fois, j'avais une société qui était sur la région des Pays de Loire, qui avait une petite structure en Espagne, un besoin de trésorerie. La société, française ne voulait pas porter la trésorerie de cette jeune société espagnole parce qu'ils s'implantaient en Espagne. Donc ils nous ont demandé effectivement une solution. La solution a été effectivement de leur présenter, et nous le verrons tout à l'heure, donc des contrats, un contrat local. Donc en fait, ce sont des Espagnols qui parlent aux Espagnols avec, un contrat de droit espagnol. Et là, en fait, le dirigeant était en fait, voilà, content puisqu'on a pu trouver une solution, qui épousait parfaitement sa situation. Donc la langue est importante. Donc on a des équipes dédiées, hein, donc et c'est important. Donc à l'international, vous aurez des équipes dédiées. Comme vous le voyez, la facturage est également un système qui est très flexible, hein, puisqu'il est vraiment à géométrie variable, en fonction de vos besoins. Et les couvertures internationales, la couverture internationale, elle est, j'allais dire, sans limite. La seule limite que vous aurez, cela sera en fait le risque pays, qui est une notion nouvelle, par rapport, à un marché domestique. C'est-à-dire qu'en fait, tous les établissements d'affacturage, se doivent, en tant qu'établissement financier, de respecter les règles internationales sur les embargos, sur les sanctions internationales. Et donc, vous avez des pays qui sont en fait sous, une liste comme ça qui évolue, sur lequel en fait, sociétés financières, nous ne pouvons pas aller. Donc voilà, donc ça c'est la limite de l'exercice pour vous développer à l'international, mais ça reste des zones de toute façon qui sont politiquement, agitées, instables. Donc voilà, le développement, si c'est vos premiers développements, c'est peut-être pas là où il faut aller, mais c'est vrai que, il y a certains pays d'Afrique noire, il y a certains pays, du Moyen-Orient, sur lesquels en fait, on ne pourra pas aller. Si on parle de l'actualité, la Russie aujourd'hui, c'est pas possible. Donc pour des raisons en fait qui semblent en fait assez évidentes, mais il faut le dire puisqu'en fait ça va être, rédhibitoire, il n'y a pas de dérogation, donc sur cette approche-là. Hein, ça c'est vraiment important et c'est la limite de l'exercice pour le développement à l'international, quel que soit ensuite, et on le verra tout à l'heure, en fait, l'approche que l'on fait sur l'international. Ça va être la limite, ça va être ce risque pays, que l'on va pouvoir avoir. Alors si nous continuons, alors j'essaye du coup je vais vous passer en fait, sur, sur la slide suivante. À l'international, plusieurs configurations s'offrent à vous. La première, on l'a évoqué, dans ses propos, c'est la plus simple, c'est celle auquel on pense immédiatement, c'est l'export. Donc en fait, vous avez un marché domestique et puis vous voulez, effectivement vendre vos produits ou vos services, hein, puisque voilà, au-delà de nos frontières. Donc ça, c'est la plus simple. Donc en fait, vous avez exactement, ce qu'on vient d'expliquer comme solution, en affacturage. Au lieu que votre client soit, français, eh bien, il sera, allemand, italien, portugais, américain, canadien. On est dans le même système, donc c'est un système très simple où on va effectivement avancer les fonds, pouvoir faire de la relance. On peut être sur du confidentiel, pourquoi pas, on sera sur de la multidevise.
on va sécuriser votre poste client, on va vous apporter le financement de façon pérenne, on va sécuriser vos opérations. Ça, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Donc là, vous avez en fait la seule limite, comme on le disait à l'instant, c'est le risque pays. Sinon, en fait, vous pouvez aller absolument partout dans le monde et vous faire accompagner. Ensuite, vous avez une deuxième réalité qui peut s'offrir à vous, ce que l'on appelle le contrat local ou le multilocal, c'est-à-dire, je l'ai évoqué aussi un petit peu, j'ai une structure en Espagne, je me suis installé en Pologne, parce que ça me permet d'attaquer le marché de l'Est, ou je suis en Italie parce que j'ai eu une opportunité. Là, en fait, on est sur du local et plusieurs solutions s'offrent à nous et s'offrent à vous. Soit votre société à facturage est présente dans ce pays-là, auquel cas, en fait, on va pouvoir, comme je vous l'expliquais pour l'Espagne, intervenir très simplement donc à partir du pays. Et donc, des Italiens vont parler aux Italiens avec un contrat de droit italien, très simple. Nous avons ce genre de dispositif, parce que nous le verrons après, nous sommes présents dans plusieurs pays en Europe. Donc, en fait, ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et bien entendu, vous, en France, si vous êtes la maison mère, entre guillemets, vous avez les informations pour pouvoir voir ce qui se passe dans votre filiale en fonction de vos attentes, hein. Mais c'est bien votre structure naissante ou pas d'ailleurs que vous avez en Europe qui va piloter son contrat. Et puis il y a des pays dans lesquels effectivement nous ne sommes pas présents, on ne peut pas être présent partout, même en Europe, auquel cas en fait nous allons pouvoir effectivement faire des contrats, ce que l'on va appeler donc non résidents. C'est-à-dire qu'en fait, qui vont être, c'est des contrats que nous allons faire pour vous, hein, donc et vous allez pouvoir, les piloter en fait de la France, pour qu'on puisse intervenir et apporter la trésorerie dans un pays sur lequel nous ne serions pas présents. Vous pouvez, quand on est sur du multilocal, certains l'ont, donc récemment, donc sur une structure, une PME en Bretagne, puisqu'en fait, pour pouvoir intervenir, en fait, il ne nous faut pas, encore une fois, je ne parle pas d'une réalité d'une ETI, alors pourquoi pas, ça peut être sa réalité, mais je suis bien sur la PME. Je suis bien sur la PME, puisque, que ce soit dans nos pays limitrophes sur lesquels nous sommes présents, on intervient puisqu'en fait nous avons filiales, donc nous avons toute une organisation dans chaque pays. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir intervenir, j'allais dire, de la TPE à la grande entreprise, là où nous sommes présents. Donc en fait, ce n'est pas que de l'ETI et donc on va pouvoir intervenir un peu dans toutes les circonstances. Vous pouvez avoir donc en fait différentes structures aussi, et c'était le cas, comme je vous disais, donc sur une PME en Bretagne qui était présente également en Pologne et en République tchèque et qui souhaitait, le directeur financier en fait, souhaitait avoir une vision globale de sa trésorerie. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le contrat international Factoring Pass, où en fait on va faire un seul contrat qui va comprendre enfin, au moins deux structures, la France et pourquoi pas la Pologne. Là, c'était trois pays, France, Pologne, République tchèque, où chacun va gérer en fait son contrat chez lui, mais avec une centralisation, puisqu'il n'y aura qu'un contrat unique, des conditions uniques, des gestionnaires chez nous uniques, bien sûr multilingues. Et donc là, ça permet un certain confort pour le DAF d'avoir une vision globale sur son groupe avec une simplification du système. Donc, on va avoir une vision globale en tenant compte des spécificités locales. Donc, vous avez trois possibilités, en fait, hein, donc trois configurations possibles quand vous êtes à l'international. Vous êtes sur l'export, la plus commune, quoique. Donc, en fait, on se développe sur des pays au-delà de nos frontières. La deuxième étape, c'est finalement, je me suis implanté plutôt que d'aller livrer de la France en Pologne. Bah, j'ai décidé d'aller m'implanter en Pologne, de créer une structure. Donc là, je peux effectivement intervenir localement. Et puis le troisième aspect, c'est finalement, je me suis développé en Pologne, mais je veux
simplifier ma gestion de la facturage parce que j'en ai aussi besoin, pourquoi pas en France, et donc avoir un effet de levier plus important, pourquoi pas parce que j'ai aussi une gestion centralisée de ma trésorerie, c'est possible. Et là, du coup, je vais faire un contrat unique avec des conditions uniques pour pouvoir intervenir sur mes deux pays, mais tout en tenant compte de mes spécificités locales, en l'occurrence, pourquoi pas de la Pologne. C'est généralement trois configurations que l'on va pouvoir rencontrer à l'international. Ça, c'est important. Après, la limite de l'exercice, quand on est sur le local ou le multilocal ou l'International Factoring Pass, ça va être effectivement quand on est sur des pays très lointains. Donc, on m'a posé cette semaine la question sur la Chine. Là, ça peut être effectivement un frein. Alors après, il y a d'autres organismes, hein, mais ça peut être un frein pour une société d'affacturage parce que en fait, ça lui demande à la société d'affacturage des moyens très importants pour être installée là-bas. Et les sociétés d'affacturage que je connais en Europe ne sont pas installées en fait en Chine. Après, vous avez donc un système, une association internationale des sociétés d'affacturage et effectivement, après on peut mettre en relation avec des interlocuteurs locaux. Lorsque l'on va sur l'international, hormis l'export, il faut savoir que vous allez peut-être être soumis à des frais supplémentaires, qui sont des frais, d'ordre juridique. Je m'explique. Alors, sauf lorsque la société à facturage est implantée dans le pays, mais si elle n'est pas implantée dans le pays qui accueille va pouvoir demander un certain nombre de choses. Et donc, il y aura des frais à payer, des frais juridiques. En Europe, on est communément, et ça, faut pouvoir l'intégrer lorsqu'on va s'implanter à l'international et qu'on veut chercher un mécanisme de la sorte. En Europe, ça peut être par pays 10 000 euros. Lorsque vous passez l'Atlantique, vous êtes aux États-Unis, etc., on peut tout de suite être sur 50 000 euros. Alors, c'est des frais effectivement qu'il faut donner aux avocats puisque aux États-Unis, on va vous demander effectivement un certain nombre de documents pour pouvoir en fait intervenir, pour que nous puissions intervenir. Ça, c'est un incontournable qui n'est pas lié à notre structure à nous, hein, qui est une question d'environnement juridique, réglementaire de chaque pays et de leur politique aussi, hein. Donc, certains pays considèrent que si nous ne sommes pas implantés dans leur pays, donc en fait nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit d'y aller. Donc voilà, donc il y a une étude au préalable à faire avant. Et donc il est toujours intéressant lorsque vous avez des projets comme ça d'accompagnement à l'international d'être en amont, pour pouvoir qu'on puisse étudier. Donc nous avons toutes les équipes pour ça, que l'on puisse étudier de façon sereine les possibilités que l'on peut vous apporter. Est-ce que par rapport à cela, déjà, vous avez des questions ou pas? Donc si je continue, et on pourra voir effectivement les questions après. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, donc n'hésitez D'accord, pas, voilà, si vous en avez, à les indiquer sur le module Q&R. Merci d'avance. d'accord. Alors si je Mais c'est sans doute continue, très précis, Bertrand, ce que tu dis, donc ça n'invente pas forcément de questions. merci. Alors si je continue, alors sur ce spectre de la facturage, en définitive, simplement, cette slide, c'est pour vous montrer que quelle que soit votre situation à vous, que vous soyez en fait une start-up, une TPE, une PME, une ETI, une grande entreprise, un professionnel, il y a à chaque fois une solution qui peut vous être apportée sur le marché de la facturage. Tant sur la partie financement, sur la partie servicing, la relance et le recouvrement, que sur la partie sécurisation avec l'assurance crédit. Et bien entendu, ces solutions, elles sont aussi sur l'international.
Vous le voyez, donc j'ai plutôt mis cela en vert avec l'export, le multilocal et ce qu'on appelle l'International Factoring Pass chez nous, l'IFP. Donc c'est contrat à plusieurs pays, mais contrat unique avec un interlocuteur unique, une gestion dédiée unique. Donc ça, en fait, vous le voyez, quelle que soit la configuration, a priori, il y a une solution à vos attentes. Encore une fois, la seule limite, la seule contrainte sera le risque pays, sur lequel il n'y a pas de dérogation possible, hein, que c'est vraiment des aspects réglementaires internationaux. Là, on ne pourra pas y échapper en tant qu'établissement financier. Mais pour vous, c'est plutôt aussi confortable, puisqu'en fait, en fonction de votre stratégie, on va pouvoir aussi vous aider à vous orienter sur, pourquoi pas sur telle ou telle zone, à vous dire là, effectivement, on peut y aller dans telle et telle condition. Là, on ne peut pas y aller ou on peut y aller dans telle autre condition. Vous, ça va vous permettre aussi de déterminer quelles peuvent être vos priorités pour développer votre business. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et vous allez le voir dans la priorisation de votre business. Si je parle de l'Europe, hein, puisqu'en fait, quand même, la première marche, souvent, lorsqu'une entreprise, que ce soit à l'export ou pour installer une structure ou acheter une structure, la première marche va rester quand même la zone euro, hein. Eh bien, en fait, premier constat que l'on peut faire, déjà, très simplement, quand on voit la tendance du marché, vous voyez toutes les flèches qui sont vers le haut, vous voyez que des plus 9, plus 26, plus 27. Aujourd'hui, le marché de la facturage, comme je le disais tout à l'heure, reste un marché dynamique, en croissance. Et la veille marché que l'on peut faire, puisqu'en fait, les pays que vous voyez là, c'est des pays sur lesquels nous sommes implantés physiquement, eh bien aujourd'hui, malgré le contexte économique, malgré le contexte géopolitique, nous n'avons pas aujourd'hui, sur la partie internationale, de clignotant orange. L'activité reste soutenue. C'est un constat. L'activité reste soutenue. Après, vous allez voir, quand on a dit ça, la position des différents pays dans le marché Europe. Et vous voyez, alors, la France est numéro 1, mais vous voyez, après, il n'y a pas de surprise réellement, hein, lorsque vous regardez. L'Allemagne est numéro 2, l'Italie, hein, donc il y a une très forte présence de la facturage en Italie, hein, donc est numéro 3, l'Espagne numéro 4. Voilà, donc on est sur un marché très dynamique. Les spécificités, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la facturage et son mécanisme, je tenais à le faire puisqu'en fait, vous allez le retrouver la même réalité partout, hein. On est vraiment sur une session de créance commerciale. Après, il y a des spécificités pays. Je ne vais pas aller prendre tous un par un, mais en fait, vous avez quand même, entre autres, en Allemagne, etc., souvent, régulièrement, on demande donc des durées déterminées sur les contrats, hein. Donc je parlais 2 ans, 3 ans. Ça, c'est ce qui n'est pas commun en France, il est plutôt là-bas. Vous avez des pays sur lesquels, en fait, vous allez avoir, et ça ne gêne personne, j'allais dire du co-affacturage, où il y aura plusieurs sociétés d'affacturage qui vont intervenir sur une même entreprise. Ce qui est une difficulté en France, hein, on parle de risque de double mobilisation éventuellement. Alors, on peut avoir une société en France qui a une société à facturage sur l'export et puis une autre sur le domestique. Mais voilà, ça reste quand même peu fréquent. Vous allez en Italie, en Espagne, c'est quelque chose de commun. De la même manière, vous allez au Portugal, vous allez avoir le reverse, donc l'affacturage inversé côté fournisseur, est commun. En France, il est plutôt exceptionnel et dédié à des grands comptes. Donc, il peut y avoir des différences culturelles, hein, mais globalement, ce qu'il faut retenir, ça reste des marchés dynamiques en Europe. Donc, c'est un mécanisme qui est connu avec des acteurs aussi locaux, hein, donc c'est un mécanisme qui est bien connu. Il y a des spécificités, mais ça, en fait, comme on est présent et en fait, un certain nombre de structures d'affacturage liées à l'international, c'est un peu leur métier aussi,
s'adaptent et en fait ont ces spécificités en tête. Donc on sait proposer à une entreprise un service, une solution adaptée qui sera adaptée à vos besoins en tenant compte des spécificités locales. Ça, c'est vraiment très important. La France n'est pas le seul marché le seul marché à facturage. Hein, on pense souvent que c'est un peu franco-français, loin s'en faut. Hein, donc c'est un marché réellement très implanté en Europe. Très implanté en Europe. Ensuite, là, je vais revenir sur des choses, mais qui vont reprendre un peu ce que nous venons de dire. C'est un marché, j'allais dire, mature en Europe, qui est toujours en développement. Ça veut dire qu'en fait, les solutions flexibles et multiples que vous connaissez en France, finalement, vous les avez également en Europe. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ce n'est pas, j'allais dire, du sous-affacturage ou un affacturage contraint que vous allez pouvoir retrouver en Europe. Vous allez pouvoir retrouver, j'allais dire, les mêmes déclinaisons. Et ce tableau l'illustre. Donc ça, ce sont nos présences et nos filiales. Et vous voyez en fait partout les petites coches vertes. Ça veut dire qu'en fait, bon, il y a le Maroc qui fait une exception, mais ça veut dire que en fait, si vous avez une structure quelque part, on est à même d'avoir cette flexibilité, cette adaptabilité pour répondre à vos attentes, que ce soit en termes d'assurance crédit, de relance recouvrement ou de financement, que ce soit sur du notifié ou du confidentiel, qu'on soit sur des interlocuteurs locaux avec un droit local, ou qu'on soit géré, piloté, puisque nous avons un centre dédié à Montrouge, avec des gens multilingues, ou que ce soit effectivement géré à partir de la France. Donc là, en fait, on est vraiment à géométrie variable et on peut vraiment répondre à toutes les attentes. La première demande reste la trésorerie, clairement. Hein, donc, dès l'instant où on s'attaque à l'international, de l'export ou plus, on a besoin de trésor. Hein. Et donc, du coup, la trésorerie est la première motivation. Très vite derrière, et presque au même niveau, c'est la sécurisation du poste client. Comme je le disais, c'est la peur de l'inconnu, mais à juste titre, et des moyens que l'on peut avoir après lorsque l'on fait les choses soi-même pour aller recouvrir une créance qui n'est pas en France. Il peut y avoir la barrière de la langue, il peut y avoir beaucoup de choses, des kilomètres, peu importe. Et donc là, du coup, ça peut très vite complexifier les choses pour une PME. Donc, du coup, très vite, l'assurance crédit peut être la chose. Et à l'export aussi, lorsqu'on est à l'export, les PME, par expérience, apprécient la relance et le recouvrement justement pour ces questions de barrière de langue, de distance, etc. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la partie internationale. Retenez que c'est un marché dynamique, qu'il y a de vraies opportunités pour les PME qui veulent se lancer à l'international, avec des organismes comme BCI en fait qui accompagnent. Hein. Donc en fait, un dirigeant, je pense, n'est pas seul. Il faut savoir frapper à la bonne porte, mais un dirigeant n'est pas seul dans son accompagnement à l'international. Il peut être aiguillé. Et par expérience aussi, c'est pas parce qu'on va en Belgique que c'est plus simple. Donc en fait, l'accompagnement est important. Du moins au départ, l'accompagnement est important pour ne pas se lancer à l'aventure et surtout à un moment donné en défaut. Donc voilà. Sur la partie à facturage international, sauf si vous avez des questions sur cette présentation synthétique, j'en ai fini. Est-ce que vous Merci avez... Bertrand. Je ne vois pas de questions dans le module QR. N'hésitez pas à poser vos questions si besoin. Mais je pense que, voilà, que c'était assez C'était clair, clair. a priori. Bon, en tout cas, après, je pense que vous aurez nos coordonnées
Donc, vous pourrez toujours, au Parcini, en fait, donc toujours effectivement poser vos questions a posteriori, elles peuvent venir. Hein. Oui, Donc, oui, complètement. voilà, vous n'hésiterez pas. Il y avait en fait derrière, alors en fait, très rapidement peut-être, puisque nous avons donc Camélia a fini donc la partie sur le sur la partie leasing et Leasing. j'ai fini la facturage. Alors je ne sais pas Camélia si tu veux en fait prendre le relais ou si je continue. C'était pour vous dire en 2 mots en fait qui nous étions quand même pour que vous puissiez resituer les choses, même si c'était pas l'essentiel du topo d'aujourd'hui. Camélia. Je peux reprendre le relais rapidement pour conclure, si tu veux, Bertrand. Donc, Eh ben, en 2 vas-y, mots, vas-y. leasing and factoring. Donc, comme vous l'avez compris, on est sur les métiers de la facturage très bien expliqué par Bertrand et les métiers du crédit bail. Et on a aussi un troisième métier qui est le financement des énergies renouvelables et infrastructures. Donc là, ça va être vraiment un métier dédié au financement de projets. Donc 3 métiers au sein du Crédit Agricole Leasing and Factoring, affacturage, crédit bail, financement d'énergie et infrastructure. Rapidement, vu qu'on a un petit peu dépassé le timing, concernant nos clients, ça va être vraiment très varié. Ça peut être, comme l'a expliqué Bertrand, tout type d'entreprise. Il parlait tout à l'heure de start-up à multinationales, donc c'est vraiment très varié en termes de taille. De même pour la typologie de secteur. Hein, bien évidemment, on accompagne les agriculteurs, mais pas que. Le Crédit Agricole propose des solutions au-delà du secteur agricole, donc des professionnels, des professions libérales, etc. Et nous avons 3 canaux principaux de distribution. Le canal direct, le canal bancaire du groupe Crédit Agricole, et on a d'ailleurs avec nous les caisses régionales du Crédit Agricole en Bretagne, qui sont aussi présentes dans ce webinaire. Et enfin, on a des partenaires régionaux et nationaux qui sont aussi des partenaires non bancaires, notamment nos partenaires de leasing, hein, qui sont finalement les clients. Simplement, rapidement, une carte de nos implantations. Donc, voici un petit peu tous les pays où nous sommes présents, où CALEF, Crédit Agricole Leasing and Factoring, est présent. Donc, l'objectif de CALEF, c'est vraiment de couvrir le plus possible en leasing et en affacturage. Donc, pour certains pays, on a déjà les 2 offres, leasing, affacturage, développement d'énergie renouvelable, financement d'énergie renouvelable. Et on a aussi des pays où on est en train de travailler sur l'offre de leasing en plus. Par exemple, le Portugal, où on est uniquement présent en affacturage. Donc, on a le leasing, c'est en cours et on espère bientôt pouvoir vous proposer des solutions de leasing au Portugal. Mais sinon, nous sommes présents donc, dans 11 pays en Europe et au Maghreb. Donc, on parlait du Maroc pour le leasing, l'affacturage, la péninsule ibérique, Portugal, Espagne, bien évidemment la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, les pays du Benelux, donc Luxembourg, Suisse, Belgique, et enfin l'Italie et puis les dom-tom. Voilà. Pour les chiffres, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je pense qu'on peut passer au slide suivant. Tac. Super, merci. Donc, voici nos contacts, à Laurent, Bertrand et moi, donc directement au sein du Crédit Agricole Leasing and Factoring. Donc, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions si besoin. N'hésitez pas à nous contacter, à prendre contact avec nous pour toute question, hein, même si c'est uniquement des questions sur le leasing ou la facturage en général. On est là pour vous aider, pour vous accompagner. Mais on a aussi des contacts en local qui vont apparaître tout de suite et qui sont nos contacts des caisses régionales du Crédit Agricole qui sont aussi présents aujourd'hui à ce webinaire. Donc, pour chacun des départements bretons, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Donc, vous avez aussi des contacts dédiés du Crédit Agricole en local. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette présentation très complète. Merci donc Camélia, merci Bertrand, merci et Laurent.
Je pense que ça nous a permis de bien comprendre le fonctionnement de ces solutions de financement, hein, que ce soit le leasing ou la facturage. J'espère que ça vous permettra de gagner des parts de marché et voilà, de proposer des solutions de financement à vos clients. Je refais une dernière vérification pour voir s'il y a des questions, mais je n'en vois pas. Donc voilà, donc vous avez les coordonnées de Camilla, Laurent et Bertrand, les coordonnées de BCI. Vous recevrez donc le lien de la présentation rapidement. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à bientôt sur de prochains événements BCI. Cindy, si je peux juste ajouter Oui, un mot. Donc, bien sûr. en conclusion, encore une fois, on était ravis de partager ce moment avec vous. On espère que l'objectif est atteint, que vous avez un peu plus de visibilité sur le fonctionnement de la facturage et du financement locatif en France et à l'international. Et finalement, comme vous avez pu vous en rendre compte, le fonctionnement est assez universel, qu'on soit en France ou en Europe ou à travers le monde. Il y a juste quelques petits ajustements dans certains pays et parfois une différence culturelle qui font que certains pays vont préférer, par exemple, la propriété, donc le crédit bail, et d'autres la location financière. Mais voilà, ce qu'il faut retenir en synthèse, c'est que qu'on soit en France ou dans un pays étranger, le fonctionnement est assez similaire et on espère qu'on aura pu vous donner plus de visibilité donc, sur le mécanisme. Voilà. Merci Laurent. Très bien. Bah, écoutez, bonne journée. Merci encore à vous pour votre disponibilité et votre implication. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci.